Mesdames, Messieurs, chère présidente, vous l'aurez compris, je n'ai ici aucune légitimité. Je ne suis pas collectionneur, je ne suis pas un spécialiste des arts premiers. En revanche, je travaille à un ouvrage « Comment introduire et comment conclure un débat auquel on ne comprend rien pour les nuls ». Ceci dit, la question soulevée par votre présidente, qu'est-ce que collectionner l'art premier, en effet, est importante, passionnante et peut-être cache-t-elle même une première question qui est qu'est-ce que collectionner? Qu'est-ce que collectionner? Et où qu'on regarde, on voit que les hommes et les femmes, depuis la nuit des temps, collectionnent. C'est une question qui, au fond, s'adresse à l'anthropologue. Nous ne sommes pas seulement une espèce qui, depuis quelques millénaires, marche debout. Nous sommes aussi une espèce collectionnante. Et il faudrait, au fond, dire non pas Homo sapiens sapiens, mais aussi Homo sapiens sapiens collector. Car en effet, il semblerait que notre espèce ressente le besoin, pour des raisons qui sont assez difficiles à déterminer, de s'entourer d'objets, de les garder, de les mettre dans un certain ordre, de les transmettre, de les vénérer d'une certaine manière, en tout cas de vivre entouré de quelque chose qui a été fait généralement par d'autres hommes, pas exclusivement, car on peut aussi collectionner des pierres, bien entendu, ou des plantes rares. L'histoire, et notamment l'histoire de l'art, s'est depuis quelque temps penchée sur ce problème des collections. Et je voudrais, puisque vous avez sans doute envie de poursuivre ce débat par des lectures, au moins vous en suggérer une d'un grand historien d'art qui est mort il y a 1 ou 2 ans et qui a été un des pionniers dans cette matière. C'est Francis Haskell. Francis Haskell, dont presque tous les livres ont été traduits en français et d'ailleurs dans à peu près toutes les langues civilisées. Francis Haskell, un des premiers, s'est penché sur le phénomène de la collection et il a même suggéré qu'au fond, sans collection et donc sans collectionneur, il ne peut pas y avoir d'histoire de l'art, il ne peut pas y avoir d'art du tout. Et que le premier collectionneur, si on ne remonte pas plus loin que la Renaissance par exemple, est évidemment le commanditaire qui fait travailler des artistes, qui ensuite garde ses œuvres, les transmet, les place ailleurs et qui parfois vend, forcé ou librement, sa collection. Et tout à l'heure, vous avez signalé, chère présidente, le passionnant ouvrage de notre ami Emmanuel Pierrat, « Les nouveaux cabinets de curiosité ». Eh bien, pourquoi est-ce qu'il a dit « nouveau cabinet de curiosité » ? Parce que le cabinet de curiosité est, dans la civilisation européenne, la forme ancienne de la collection. Cabinet de curiosité, on collectionne par curiosité, et la curiosité est universelle. Et les cabinets de curiosité de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, celui de Rodolphe II
étant un des plus connus, un des plus étudiés, ou ceux de la famille des Médicis en fournissent d'autres, eh bien, ces cabinets de curiosité ne comprenaient pas seulement des tableaux, des dessins, des livres rares, mais aussi des objets venant d'horizons différents, des curiosités, des instruments scientifiques, des animaux exotiques, etc. Donc, la constatation que l'homme est un homo collector vaut en tout cas pour la civilisation européenne et probablement aussi pour beaucoup d'autres. Ces cabinets de curiosité ne comprennent pas d'art premier. Comme vous tous, les arts premiers, je les ai rencontrés, par exemple, en lisant Apollinaire, ou ensuite en lisant les textes d'André Breton ou d'autres. Et on constate en effet que les Goncourt, qui avaient eux une très grande collection, et le prix Goncourt et l'Académie des Goncourt n'existeraient pas sans leur collection, c'était pour eux une façon de se pérenniser, avaient en dehors de l'art européen, du mobilier du XVIIIe siècle, des tableaux de Moreau, de Fragonard et d'autres peintres du XVIIIe, comme chose exotique, les gravures japonaises. Une des premières ouvertures vers le monde non européen a été l'ouverture vers l'Orient et surtout l'Extrême-Orient. L'ouverture vers ce qu'on appelait d'abord improprement les arts primitifs et ce qu'on appelle tout aussi improprement aujourd'hui les arts premiers, eh bien cette ouverture-là date de la fin du XIXe siècle, on peut dire aux alentours de 1900. Et cela tient bien entendu à la situation de la collection européenne en tant que telle, qui privilégie avant tout l'héritage gréco-latin, lequel héritage gréco-latin est un modèle et fournit la matrice de tous les jugements esthétiques jusqu'au milieu du XIXe siècle. Vous n'avez qu'à faire un tour au musée d'Orsay pour vous rendre compte que c'est toujours la règle au milieu du XIXe siècle et que c'est à partir de ce moment-là que commence un peu plus massivement qu'auparavant l'intérêt pour ce qui est non européen. Donc, les arts premiers apparaissent aux alentours de 1900 et au fond, la première génération qui a collectionné de façon un peu plus systématique ce genre d'objets, ce furent les surréalistes. Les surréalistes qui d'ailleurs sont intéressants à plus d'un titre, non seulement parce qu'ils sont collectionneurs tout court, pas seulement d'art premier, collectionnaient aussi la peinture, collectionnaient des livres rares, des manuscrits, etc., des cartes à jouer, comme quoi on peut collectionner de tout. Ils en vivaient aussi pour partie. Et c'est un autre aspect de la collection, bien entendu, que nous allons aborder. La collection n'est pas seulement un cabinet de curiosité. La collection, à un moment donné, peut acquérir une valeur et cette valeur peut être réalisée pour être investie dans autre chose. Donc, collectionner, l'homme l'a toujours fait. Collectionner de l'art dit maintenant premier. Il le fait probablement ici chez nous depuis un bon siècle. Et c'est ce que nous allons essayer d'approfondir à travers le regard de spécialistes, puisque les uns et les autres ont publié des livres sur leur passion,